continuer dans le même registre. C'est un grand plaisir pour moi d'accueillir un ami de l'IDAT que l'on connaît bien, Philippe Escande, qui est rédacteur en chef au Monde, qui connaît très bien sûr les aspects économiques, mais aussi la technologie. Et je vais le laisser présenter une figure connue d'entre vous, connue de l'IDAT aussi, puisqu'il est passé par la Caisse Télécom pendant un certain temps. J'ai nommé Gilles Pélisson. Donc Gilles et Philippe, je vous invite à venir sur la scène. Bonjour Philippe. Bonjour Gilles, ça va? Bien, bonjour à tous. Alors, Gilles Pélisson, bonjour d'abord. Hein. Vous êtes bonjour. Un homme de fidélité, de départ et de retour. Tous les 4 ans ou presque, vous changez de job et vous revenez... 5 ans. Bon, allez, 5 ans. Et vous revenez comme le fils prodigue chez votre ancien employeur. 7 changements, 3 maisons, dont bien sûr, évidemment, Accor, celle des origines. Et voilà qu'aujourd'hui, 10 ans après avoir quitté Bouygues Télécom, on vous retrouve chez les mines Orange, mais côté TF1. Alors, vous arrivez dans une maison en plein bouleversement, bousculée par la révolution numérique et l'invasion de concurrents aussi puissants qu'insaisissables. C'est le tableau qui vient de nous être dressé sur l'avenir du secteur de la télévision. Alors, très rapidement, peut-être une réaction sur les scénarios de l'IDAT à 5-10 ans. À votre avis, le monde de la télévision dans 5 ans, est-ce qu'il sera plutôt fermé ou plutôt ouvert? Bonjour à tous et à toutes. Alors d'abord, je vais m'exprimer avec pas mal de réserves puisque je suis quand même en place depuis le 19 février, même si j'étais administrateur de TF1, c'est assez différent de venir 4 fois ou 5 fois par an à un conseil d'administration et là de s'approcher vraiment du centre du réacteur. Néanmoins, j'ai trouvé cette étude particulièrement intéressante parce que je connais le fond de l'IDAT et la capacité d'observation et d'anticipation. Je vais dire qu'aujourd'hui, bien sûr, on croit plutôt à une télévision ouverte qui va évidemment, dont le phénomène va plutôt s'amplifier. Donc il y a beaucoup des hypothèses partagées dans l'étude qui correspondent à notre vision, c'est-à-dire le fait qu'on ne regardera plus les grilles de programme comme on le fait aujourd'hui, la démultiplication des écrans dont parlait à l'instant Olivier est forcément quelque chose où, quand on est à 7 écrans en moyenne dans les foyers français, on ne peut que à la fois s'en féliciter et bien voir comment ça va être des usages absolument multiples. En revanche, c'est vrai que je crois que tout cet équilibre entre l'accès à des contenus, le paiement des contenus, les ayants droit, le rôle des États face aux GAFA, sont des choses qui, à mon avis, vont quand même pas être et c'est certainement une des façons peut-être de challenger un tout petit peu ces scénarios, de se dire ça sera relativement déterminant. Puisqu'aujourd'hui, on le voit bien sûr qu'on peut se dire que demain, si j'ai bien compris, les opérateurs de divertissement, comme le dit l'étude, seront un peu une sorte de maîtres du monde. Je pense que ça va être quand même un peu plus compliqué que ça. Et qu'on le voit tous les jours, les États, notamment aujourd'hui, que ce soit la communauté européenne, même les États-Unis, s'interrogent jusqu'où on laisse libre cours aux GAFA. Et jusqu'où les GAFA accepteront eux-mêmes de s'auto-limiter, de partager de la valeur, etc., etc. Quand on en arrive à la vieille Europe, nos pays sont relativement différents. Le nombre des acteurs, qui fait que les marchés structurellement sont quand même eux-mêmes dans des positions de partage, de part de marché, d'évolution de marché assez différentes. Quand le peu que je connais maintenant sur l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie font qu'on n'a pas forcément les mêmes situations de marché. Et puis, les règles locales. Moi, découvrant ce métier, la régulation française, la chronologie des médias, les règles de production qui sont uniques à notre pays. Vous avez peut-être vu récemment qu'on a fait un très bel accord, et j'en suis ravi, avec les producteurs, notamment de l'audiovisuel français. Mais on est encore dans des situations qui sont très extrême par rapport au reste du monde.
Donc, à quelle vitesse tout cela va changer? À la fois 9 ans pour 2025, c'est assez loin en termes de technologie, ça semble être une éternité. Et en même temps, je ne suis pas sûr qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer quand je vois le rythme des changements dans notre pays. Donc, interrogation là-dessus. Le financement, par exemple, l'étude parle aussi de l'accès au cinéma et aux films, etc. Quand vous voyez aujourd'hui chronologie des médias, le financement du cinéma français, on parle beaucoup de l'évolution du groupe Canal. Jusqu'où tiendront-ils leurs engagements dans le futur sur le financement du cinéma français? C'est le principal financeur du cinéma français. Tout ça me semble être des questions qui auront forcément une implication par rapport à l'évolution du secteur dans notre pays. Donc voilà, à la fois je crois qu'il y a beaucoup de choses je retrouve beaucoup de vrai et on partage beaucoup de choses dans cette étude, et en même temps je crois qu'il y a des bonnes raisons de s'interroger. Alors on va rentrer un peu plus dans le détail de justement votre métier de tous les jours, mais à propos, quel est votre métier aujourd'hui? On a vu récemment que vous avez passé un accord de diffusion avec l'ennemi public numéro 1, Netflix. Vous venez de racheter un grand producteur français qui s'appelle Newen. Donc on a l'impression que TF1 passe à l'offensive. Avant, vous qualifiez d'éditeur de chaîne. Maintenant, quel est le bon vocable? On est désormais un groupe plutôt de médias privés. C'est important parce qu'avec un acteur public en France qui est aussi important, et avec le financement qu'on connaît, qui est ce financement mixte entre la publicité, puisqu'il ponctionne 300 millions d'euros sur le marché publicitaire, c'est un vrai sujet sur le marché français par rapport aux autres modèles publics en Europe, qui se veut être aujourd'hui plutôt un révélateur de marque, c'est-à-dire que pour nos annonceurs, on est plutôt dans cette ère à la fois, vous allez retrouver chez nous des contenus de très bonne qualité, des contenus fédérateurs. Quand je parle de la grande chaîne TF1, évidemment, on est sur partageant des ondes positives et le côté fédérateur et rassembleur, mais également pourvoyeur d'une capacité à exposer des marques en 360 degrés, en digital, de façon diverse et variée, ce qu'on appelle aujourd'hui le brand content, que nous portons relativement haut et fort. Alors ensuite, le groupe, évidemment, va se porter plutôt sur un portefeuille de marques, c'est-à-dire qu'à la fois il y a le navire amiral TF1, mais vous le savez désormais, on développe TMC, on développe NT1, on développe HD1, et puis bien sûr il y a le lancement de LCI. Donc 5 chaînes au total maintenant. Voilà, 5 chaînes au total, et avec un portefeuille de marques qui se veut aussi divers et varié que possible, et qu'on va essayer de renforcer pour chacune d'entre elles. Alors les usages se multiplient au rythme des écrans. On disait 7 par famille désormais. Alors, est-ce que quand même la délinéarisation et l'Internet ne sont pas en train de tuer la télé de papa? Non, je crois que c'est une autre façon de consommer de la télévision. Je veux dire, moi j'ai 2 adolescents à la maison, ils consomment de la télévision, mais ils la consomment différemment. On a une superbe télévision, comme tout un chacun, désormais, vu le prix des écrans, des grands écrans, voilà, dans le salon. Et puis vous avez, voilà, votre ado qui regarde sur un tout petit PC la même série que vous, ou voilà, la télévision, mais différemment. Et ça veut dire que vous regardez le grand écran et lui il regarde le petit? Oui, et surtout quand il regarde le grand écran, vous le savez comme moi, désormais ils ont 3 conversations en cours avec 3 copains différents. Le mobile, le PC. Et on est dans l'interactivité, on est dans le partage, on est dans le commentaire en direct, qui fait qu'à la fois nous devons nous fournir des contenus qui soient des contenus de télévision linéaire, tenir compte de la valorisation de notre télévision par rattrapage, de la catch-up. Aujourd'hui, chez TF1, on est entre 15 et 20% sur les replays. Donc les grandes fictions, par exemple, qu'on vient de projeter, comme Secret d'Élise, Après moi le bonheur, etc., qui sont soit des unitaires, soit des mini-séries, font des tabacs et les gens les consomment. On n'est pas forcément dans le... C'est 20% de l'audience. Mais c'est 20% de l'audience. On va faire 6 ou 7 millions de téléspectateurs en linéaire, ouais. Et on va faire encore 1 million, 1,5 million. C'était le cas de Secret d'Élise, qui était 3 soirées de 2 épisodes chacun, avec des expériences assez intéressantes, c'est-à-dire qu'à la fin du 4e épisode, donc de la 2e soirée, on propose en replay, en catch-up,
le fait de pouvoir voir qui est le malheureux assassin de cette malheureuse petite fille. Et vous avez plusieurs dizaines de milliers de gens qui ont accepté de payer 2 €. Alors c'est très modique par rapport aux chaînes payantes. Pour savoir avant. Pour savoir avant, une semaine à l'avance, qui donc était le responsable de cette... C'est gâché. Voilà. Donc on va tester ces choses-là. Et pour en revenir à Netflix et Marseille, on est dans le même esprit. C'est-à-dire, moi je crois beaucoup à l'agilité désormais de nos groupes. On n'est pas simplement un leader qui se regarde le nombril et qui serait arrogant. Non, on doit faire preuve de beaucoup d'humilité, de remise en cause. C'est ce à quoi on travaille aujourd'hui dans le groupe TF1 pour inventer les modèles de demain. Et Netflix, c'est typiquement du test and learn, c'est-à-dire qu'avec Ara Aprikian et l'ensemble des équipes des contenus, on se dit, oui, comme vous le disiez, peut-être que Netflix est un très grand ennemi au quotidien parce qu'il rafle absolument tous les programmes sur Hollywood. Ils ont des moyens colossaux, c'est leur business model, et bravo quand même à ceux qui l'ont inventé. Et ils produisent maintenant. Ils produisent, mais à un moment ils ont aussi besoin d'avoir des produits locaux, des contenus locaux, et quand ils font Depardieu, Bruno Margimel, voilà, Nadia Fares et les acteurs de Marseille, c'est un soap. Ils le font en France, et à un moment il y a peut-être des paris à faire avec eux, à la fois parce que ce que l'on peut faire, c'est créer un événement là où on ne nous attend pas en tant que leader, et c'est vrai que la soirée événementielle qu'on avait créée était intéressante de ce point de vue-là. Ils vont investir sur nos plateformes en termes de publicité. On aura accès à leur contenu puisque sur la saison 2, on aura la diffusion des autres épisodes de la saison 1, et surtout, on crée peut-être des liens, et j'en suis même sûr, avec eux, qui seront de nature différente, qui feront que lorsque Newen, pour revenir aux productions, va produire des contenus, on a dû vendre Versailles, la série qui a été faite pour Canal dans une vingtaine de pays. Peut-être que demain, Netflix sera un partenaire pour nous aider à commercialiser ses œuvres. Donc, à un moment, on est dans ce monde où, effectivement, sur certains terrains de jeu, nous sommes ennemis ou nous sommes concurrents, et puis sur certains terrains de jeu, nous serons partenaires. Alors vous avez un navire amiral dans ce domaine qui s'appelle MyTF1, qui au départ était l'outil pour faire la catch-up TV, donc dont on parlait tout à l'heure, et dont vous voulez étendre l'ambition jusqu'à en faire une sorte de Netflix, c'est-à-dire un endroit où il y aura des contenus exclusifs aussi. On a à la fois des contenus exclusifs, on a ouvert avec un MCN Finder, on a Extra. L'idée pour une régie publicitaire telle que la nôtre, c'est évidemment d'avoir de l'inventaire. Donc on parle avec beaucoup de gens en se disant allons au-delà de simplement les contenus produits par le groupe TF1 qui est pas forcément le plus, qui est un peu limitant. Et dans le monde d'aujourd'hui, il est plus intéressant d'avoir des communautés sur le web qui ont des affinités certes en premier lieu avec nos programmes, mais qui peuvent à un moment aller sur d'autres territoires, et si on est capable de les adresser, de les proposer, bien à ce moment-là, ça sera du gagnant-gagnant entre à la fois nos amis annonceurs et à la fois nous qui serons une plateforme. Alors, on ne sera jamais aussi fort que Netflix, mais l'idée, c'est plutôt de se dire, on pourrait imaginer une forme d'abonnement à la Netflix. Est-ce qu'on pourra payer 10 € par mois pour avoir du contenu exclusif, tout un tas de services sur MyTF1 ? Non, pas chez nous. Pour le moment, on n'est pas dans ces modèles-là. Vous n'êtes pas encore là-dedans. Alors, vous parlez beaucoup de vos annonceurs. Parlons un peu de votre modèle économique. Pour l'instant, il repose évidemment entièrement sur la publicité, hein, le fameux temps de cerveau disponible de votre prédécesseur. Alors, la publicité... Prédécesseur de votre prédécesseur. Alors, la publicité, elle s'enfuit avec l'atomisation des visionnages. Comment est-ce qu'on arrête l'hémorragie et qu'on inverse le processus ? Alors, elle s'arrête et elle ne s'arrête pas. C'est ce que je crois disait à l'instant Olivier, c'est-à-dire que dans les capacités de fédérer, vous vous apercevez que beaucoup d'annonceurs retrouvent la puissance et apprécient la puissance. Vous le savez, aux États-Unis, il y a désormais un retour sur la télévision linéaire, en disant de toute façon l'Internet est tel. Et là, on en revient au rôle des États, des GAFA, qui fait la police, etc. Il y a beaucoup de robots, il y a beaucoup d'informations non vérifiées ou publiées par les GAFA, mais où ils refusent
tout contrôle, etc. Je pense que voilà, il y a certainement des experts ici sur médiamétrie et tout ça qui disent c'est intéressant de voir les partenariats, et je crois que la France est assez leader là-dessus, pour partager des données. Le monde de l'Internet est un monde à la fois qui est un territoire de conquête fabuleux, mais c'est aussi une jungle formidable. Donc à partir de là, où est le territoire de conquête et où commence la jungle? Je crois que là-dessus, ça vaut le coup de se poser des questions, et beaucoup d'annonceurs se disent oui, on me vend ces contacts faramineux, on me vend un certain nombre de choses, peut-être possibles sur le web, mais à un moment, il y a aussi pour la visibilité de ma marque, pour la mise en avant de certains produits, pour une certaine forme d'interactivité, j'ai envie d'aller sur la télévision. Donc la pub nous, ce qu'on voit pas, c'est pas du tout l'hémorragie, c'est plutôt une concentration, c'est plutôt des programmes qui sont très focalisés. C'est évidemment un partage avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème sur nos datas. Et là, c'est évidemment un travail à faire avec les FAI, c'est un travail à faire avec, évidemment, médiamétrie. La mesure des 4 écrans qui va arriver au moment où on parle de médiamétrie, je pense un très bon pas en avant que les équipes de Bruno Chetaille vont mettre avec nous, annonceurs, agences médias, etc., qui fera que la France sera peut-être en pointe, si j'ai bien compris, sur ces sujets-là. Et cela, ça permet évidemment de qualifier un peu mieux nos audiences, de les valoriser. Et donc, oui, l'Internet existe et nous devons d'avoir à la fois l'achat des spots, l'interactivité, mais surtout des déclinaisons sur le web qui sont importantes. Quand on re-signe pour NT1 Secret Stories, qu'on vient de signer là il y a quelques jours, c'est d'abord un programme qui marche très bien, mais c'est aussi une déclinaison sur le web avec des communautés, notamment de jeunes femmes, jeunes filles, qui font qu'on a accès à toute une audience que beaucoup de nos annonceurs valorisent. Et au-delà de cela, quand Newen achète un site test qui s'appelle Beauté Test, c'est aussi des testeuses en cosmétiques qui font que nos annonceurs peuvent être intéressés par cela. Donc tout ça, c'est relativement lié, en se disant à un moment, j'occupe le terrain non seulement parce que j'ai des programmes que certains ou certaines ont envie de regarder, mais en plus, je vais avoir ces déclinaisons désormais sur le web qui font qu'effectivement, je vais retrouver ces communautés, je vais les garder. Donc les 20% d'audience que vous faites avec MyTF1, par exemple, vous arrivez à les monétiser? On les monétise moins bien, évidemment, que nos grands écrans et que la publicité à la télévision, mais on essaye surtout, et ça sera ça, je crois, le défi du futur, d'arriver à mieux comprendre qui sont ces personnes, gérer plutôt du one-on-one, et c'est là l'un des défis que l'on a dans le domaine de la data, enfin ce que tous les ensembles du système, de l'écosystème partagent. Alors, dernière question, on la croyait démodée, la voilà qui revient, la convergence, cher à Jean-Marie Messier, refait surface. Alors, elle est revendiquée maintenant en France assez clairement par certains de vos concurrents comme Vivendi et SFR. Alors, le groupe Bouygues a toujours défendu l'idée de séparation des métiers. Vous qui avez été patron de Bouygues Télécom, est-ce que vous croyez au grand retour, ou plutôt enfin à la concrétisation du mariage entre télécom et médias? Écoutez, moi je crois qu'on aura certainement des deux, c'est-à-dire qu'à la fois il y aura peut-être un certain nombre d'acteurs tels qu'ils sont décrits dans l'étude qui pourront peut-être se mettre en place, mais pour toutes les raisons que j'évoquais au début, je crois que la plupart de nos concitoyens aspireront à cette forme de liberté, à cette télévision ouverte dont vous parlez ou à cet Internet ouvert. Donc toutes ces idées de convergence avec je possède les tuyaux et quelque part je vous donne accès à des contenus privilégiés, pourquoi pas? On voit bien, par exemple, dans le rôle des États sur les droits sportifs, vous mentionniez en introduction que oui, peut-être certains groupes pourraient aspirer à assécher le marché, mais vous l'avez vu sans doute récemment, je crois que, enfin, j'en suis même sûr, le sénateur Assouline a une mission sur c'est quoi les programmes de télévision, des droits sportifs ou des grands événements qui doivent rester en clair. C'est une volonté des gouvernements et je crois que ça sera ça, pour pas dire il y a simplement une télévision pour des gens plus aisés, plus riches que les autres, et puis le tout venant, vous n'aurez droit à rien, ou vous aurez droit à simplement pirater sur le web des contenus, ce qui n'est pas forcément très satisfaisant d'un point de vue d'un État. Donc
à partir de là, c'est vrai que oui, il pourra y avoir des acteurs qui militeront pour une certaine forme de convergence. Moi, j'ai confiance dans l'industrie du web. Ce que je vois au quotidien me confirme dans l'idée que l'ouverture et l'emprisonnement n'a jamais été une solution dans nos marchés. C'est plutôt des formes à la fois d'avoir peut-être des contenus privilégiés, des formes d'accès à des contenus, mais surtout une très très grande ouverture parce que le monde est ainsi fait. Et je crois que les aspirations des générations futures, c'est plutôt ça, la façon dont ils ont été éduqués et habitués, que simplement de dire, bonne nouvelle, vous êtes abonné à telle box, vous aurez droit à ces types de contenus, sans avoir véritablement d'autres ouvertures. Je crois que le monde, il est pas fait comme ça, et c'est pas dans cette direction-là qu'on va. Donc vous n'êtes pas tellement plus convaincu qu'auparavant? Non. Juste une mini-question, mais enfin je ne résiste pas quand même, avant qu'on se quitte. TF1 ne diffusera pas la finale de l'Euro de football. C'est grave? C'est grave, c'est particulièrement grave si en tant que Français, on va tous se dire que la France va en équipe. Et si la France est en finale? Va en finale, et c'est tout ce que je souhaite évidemment en tant que fan de football, de l'Olympique Lyonnais et de l'équipe de France. Non, tant mieux pour M6. Je veux dire, c'était un partage qu'on a décidé de faire avec les équipes de Nicolas Taverneau en disant on va partager ses droits. Donc là aussi, on voit bien que les modèles économiques d'il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, où on pouvait faire des chèques et arriver à compenser par ailleurs, font qu'aujourd'hui, ces droits de télévision, dès lors qu'on est sur des télévisions en clair, ils se doivent d'être partagés. C'est ce qu'on a fait. Alors on a la chance d'avoir cette séquence et rendez-vous évidemment demain soir pour France-Albanie sur TF1. Voilà. Mais on a toute cette séquence de démarrage de l'Euro sur TF1. On a fait le concert qui a été une très belle performance sous la Tour Eiffel. Donc on a toute cette séquence d'ouverture, ils auront la finale, voilà. Le monde est ainsi fait. Je crois que vraiment, en ce qui nous concerne, on a de très bonnes équipes. On est ravis d'avoir en plus renforcé nos équipes, des nouveaux talents. Ça se passe très très bien. Les audiences jusque-là sont très très bonnes. Voilà, je crois qu'il y a vraiment de la place pour tout le monde et j'en suis pas malheureux. Bon, bravo et merci Gilles Pélisson.